Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'assister à notre conférence aujourd'hui. Moi, c'est Valentin, je travaille chez Humans Matter, une entreprise de design cognitif. Et bonjour à tous, Florian Gossor, je suis Product Manager pour Essin. On est ensemble aujourd'hui pour 20 minutes et on va vous parler de monde en mutation, de futur du travail et de comment est-ce qu'on va faire tous ensemble pour s'adapter. Tout d'abord, on observe tous depuis quelques années qu'on vit des crises successives qui ne se ressemblent pas, des crises cognitives, sociales, politiques, écologiques, sociétales, etc. etc. Des crises qui se suivent et qui ne se ressemblent pas du tout. Et ces crises, elles ont un impact fort sur toutes les strates de la société et notamment dans le monde du travail. Ces crises, dans le monde du travail, elles font émerger trois grandes transitions. Transition vers un monde durable, transition vers une omniscience des technologies et puis transition vers la considération des aspirations individuelles. On ne va pas passer trop de temps dessus aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais il faut garder en tête que toutes ces crises dans le monde du travail entraînent des bouleversements conséquents. France Travail estime que d'ici 2030, 80% des offres d'emploi seront pour des jobs qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc le monde du travail va se retrouver bouleversé. Chaque jour, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles entreprises qui créent, des nouveaux systèmes d'organisation, des startups. Ça bouge énormément. Et on le voit aujourd'hui, nos métiers ne ressemblent pas nécessairement à ceux d'hier. Des changements dans le monde du travail, mais aussi des changements dans le monde de nos aspirations individuelles. Aujourd'hui, ceux qui suivent une carrière, la même carrière toute leur vie, c'est de plus en plus rare. On le voit de moins en moins. La plupart des gens, aujourd'hui, au bout de 2-3 ans, ils changent de job, ils changent de secteur, ils changent d'entreprise. Et ça, il y a une vraie adaptation à se faire au niveau du monde du travail. Suite à ça, il y a aussi une crise démographique qui est en train de tomber dessus. Selon un rapport de Public Sénat, d'ici 2028, on va perdre un demi-million d'élèves. Et je parle de maternelle et primaire. C'est-à-dire que concrètement, en 2028, il y aura 2000 écoles qui vont fermer. Ce trou d'air dans les enfants aujourd'hui, il va se répercuter dans un trou d'air sur les apprenants d'ici une quinzaine d'années. Donc en fait, on arrive sur un moment où il y aura de moins en moins d'apprenants et en même temps, on a de plus en plus d'organismes de formation. Rien qu'en 4 ans, on a vu une augmentation de 30% du nombre d'organismes de formation. On est passé de 60 000 à 88 000. Voilà, donc de moins en moins d'apprenants, de plus en plus d'organismes de formation. Et on entend parler un peu à gauche à droite de futur du travail, de futures of work. Et nous, notre conviction, c'est que pour penser le futur du travail, il faut dès aujourd'hui penser le futur de la formation. Et concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour garantir une employabilité durable dans un monde qui fait que bouger, qui fait que changer? Et ben nous, chez Essin, chez Humans Matter, on partage la même conviction que l'OCDE, que World Economic Forum et que l'ONU. C'est que le vrai enjeu d'apprentissage et d'employabilité durable, il se joue au niveau des développements des compétences comportementales. Vous savez, ces fameuses soft skills, compétences socio-cognitives. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur ce que sont ces compétences. On parle de traits de personnalité, de compétences transverses, compétences du futur. On ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais on en parle tous. Et troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, on manque d'outils, on manque de méthodes pour développer ces fameuses compétences. De ces constats, on arrive à deux questions majeures. Comment est-ce qu'on fait pour développer ces fameuses compétences, pour répondre aux évolutions des métiers de demain, dès aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on assure une employabilité dans un contexte où le monde est constamment redéfini? Ces questions, on nous les a posées. La Caisse des dépôts nous les a posées. Et pour y répondre, on a créé un consortium. Donc Florian et moi, on travaille chez Humans Matter. On est des experts des sciences cognitives, en gros. Et on s'est mis avec le LabRH, des experts des solutions ressources humaines, et Collectif Z, experts EdTech, innovation pédagogique. Et tous les trois, on essaye. On a 3 ans pour redéfinir, moderniser l'appareil de formation. Et c'est comme ça que naquit le projet Essin. Donc c'est une initiative qui vise vraiment à renforcer et à mesurer l'efficacité des formations. On vous a remis notre mission ici, donc chaque mot est important, qui est d'améliorer l'efficacité des formations via un modèle innovant de développement des compétences et de mesures scientifiques.
de leur impact durable sur l'employabilité des apprenants. Donc quand on parle de modèle unique de développement des compétences, quand on parle de ces fameuses compétences, le souci c'est qu'il y a autant de référentiels de compétences qu'il y a de référenceurs. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais on s'est basé sur le référentiel de l'OCDE qui mesure 4 C, qui sont pensée critique, collaboration, créativité et communication. Et nous, on en rajoute un 5e, qui est alignement corps-esprit. Ce modèle des 5 C, nous, on le mixe avec notre modèle de la capacité d'agir. La capacité d'agir, c'est une compétence qui s'acquiert, qui permet d'améliorer son apprenance, son développement et son lien collectif. La capacité d'agir, tu nous en diras 2 mots après, va permettre de travailler sur les sous-jacents de notre modèle des 5 C qui sont à gauche. Et au final, on arrive sur un référentiel de 15 compétences, de 15 capacités qui sont indispensables pour pouvoir évoluer dans le monde de demain. On vous a mis un QR code pour plus d'infos sur la capacité d'agir et notre modèle scientifique. Hop, j'y vais. Et concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par une conviction qui est qu'un parcours, et ça c'est le fruit de 3 ans d'expérimentation avec des organismes de formation, des CFA, un parcours qui coche ces 4 cases différentes va garantir une expérience apprenante réussie auprès des apprenants et va garantir surtout un impact sur leur employabilité durable. Premièrement, un parcours doit développer les capacités comportementales, les fameuses 5 C que je vous ai montrées juste avant, et l'agentivité. Tu nous en diras 2 mots tout à l'heure aussi. Deuxièmement, un parcours doit articuler différentes méthodes pédagogiques. On vous a mis une liste non exhaustive de ce qui existe, des défis et des challenges. Troisième invariant, comme on appelle ça, un parcours doit intégrer des pratiques numériques et du digital au sein de l'expérience apprenant. Et enfin, super important, il faut rechercher des preuves d'efficacité à travers un protocole de mesure en plusieurs temps intégré au parcours. Merci Valentin. Je prends le relais puisqu'on vient de parler d'un des critères pour nous qui est essentiel. C'est tout organisme de formation devrait en soi s'assurer d'une mesure d'efficacité de sa formation sur le développement des compétences. Aujourd'hui, la zapette ne marche plus alors. On se pose un certain nombre de questions quand on parle d'efficacité des formations. C'est un sujet qu'on a traité hier justement en live session. C'est finalement qu'est-ce que c'est que l'efficacité, comment on peut la mesurer, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer quand on parle d'efficacité, dans quel cadre, auprès de qui et dans quel objectif. Alors on a 10 minutes pour vous répondre à toutes ces questions, donc on va faire une première étape et on vous donnera un rendez-vous après sur notre stand évidemment si vous souhaitez en savoir plus. Quand on parle de mesurer l'efficacité d'une formation, là ce dont on parle c'est d'aller mesurer l'impact sur le développement des compétences. Évidemment on oppose malheureusement souvent hard skills, soft skills, en gros les compétences métiers d'un côté, techniques, et puis de l'autre côté les compétences plutôt les savoir-être professionnels. On n'a pas encore de définition sur ce terme-là comme on vous l'a dit. Si je vous dis évaluer l'acquisition des compétences techniques, métiers, je pense que n'importe quel organisme de formation sait le faire, ou alors il y a des questions à se poser. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait le faire, on sait le mesurer, on a différentes méthodes d'évaluation qui permettent de le faire. Par contre, quand on parle de soft skills, c'est forcément plus complexe, puisqu'il n'y a déjà pas de consensus sur ce que c'est, et on a encore du mal aujourd'hui à trouver des solutions pour les évaluer. Et si en plus on se dit que c'est les compétences du futur, là, il faudrait carrément une machine à voyager dans le temps pour aller voir si finalement la formation, elle permet vraiment aux apprenants de développer les capacités qui vont leur servir prochainement. On est, je pense, tous passés par un cursus scolaire ou des études supérieures. Il y a forcément des choses que vous avez oubliées, mais peut-être que ce que vous avez retenu, c'est finalement votre façon de travailler, la façon de travailler avec les autres, la créativité, un certain nombre de choses qui restent, et c'est ce que nous, on appelle les compétences transverses, et c'est ça qu'on va aller chercher à développer et à mesurer dans le cadre des SAIN. Donc le modèle sur lequel on s'appuie, c'est le modèle de la capacité d'agir. Ce modèle-là, il va nous permettre justement de mesurer l'impact, non pas des soft skills, puisqu'on a dit qu'on ne pouvait pas mesurer, évaluer les soft skills, mais mesurer l'impact que peut avoir ce modèle sur le développement des soft skills. À partir du moment où on identifie certains freins à l'apprentissage, eh ben on peut les lever et on peut du coup agir en conséquence. Ce modèle-là, on vous a mis quelques éléments de langage. C'est un élément qui est un modèle qui est très scientifique, qui est basé sur des outils psychométriques.
Donc voilà, je ne vais pas vous faire toute la théorie, mais vous avez plein d'infos sur notre site si ça vous passionne. Ce qu'on vous a mis là, c'est des critères et les perceptions qu'on va venir mesurer. Mesurer, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs temps de mesure avant, pendant et après le parcours de formation pour voir du coup l'évolution de ces différents critères. Le premier, c'est l'agentivité. Ce qu'on définit par l'agentivité, c'est notre capacité à agir dans le temps. En gros, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui capable d'avoir un contrôle, d'exercer un contrôle sur nous-mêmes, sur notre environnement. Est-ce qu'on assume nos décisions et la responsabilité de ces décisions? Et donc, c'est une évolution qu'on peut mesurer dans le temps. On va aller mesurer le sentiment d'efficacité personnelle. Pareil, c'est des noms un petit peu pompeux, mais l'idée, c'est de dire quel est le niveau de croyance en sa capacité à atteindre ses objectifs, qui est différent de la confiance en soi. C'est est-ce que du coup, je me sens finalement armé, efficace pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Dans le cas d'une formation, on a tous, normalement, si on démarre une formation, c'est qu'on a des objectifs en tête. La question, c'est est-ce qu'on est finalement, on se sent efficace pour pouvoir poursuivre ce processus d'apprentissage. Et dernier élément qui n'est pas des moindres, l'apprenance, qui se traduit souvent par la capacité d'apprendre à apprendre, le fameux AAA, qui est aussi du coup essentiel, puisque plus je me sens en capacité d'apprendre, plus je me renforce mon sentiment d'efficacité, et plus je vais développer mon agentivité, ma capacité d'agir. Donc tout est connecté. Voilà, donc ça fait partie de l'expérience apprenante qui est essentielle. On vous a mis également des perceptions. Le stress, le contrôle, le soutien social perçu sont des éléments clés aussi de réussite dans le cadre d'un parcours, de formation. On vous a expliqué donc plusieurs temps de mesure. Pourquoi? Parce que un temps de mesure, j'ai un flash. Souvent on appelle ça plutôt des tests de personnalité. Ce n'est pas du tout l'idée de ce qu'on propose, mais quand on fait le premier exercice de mesure, dans l'exemple des partenaires et des terrains d'expérimentation qu'on a actuellement, on a par exemple une université avec laquelle on travaille. On était parti pour faire 3 temps de mesure. Premier temps de mesure, 1 mois après la rentrée, les résultats catastrophiques. Du coup, finalement, on a fait un plan d'action pour dire si on continue comme ça, de toute façon, les étudiants, ils n'iront pas au bout de l'année. Ils vont tous abandonner. C'était la catastrophe, individuellement, collectivement, c'était la panique. Et donc, cette méthode-là nous permet de mesurer finalement des choses qu'on ne peut pas mesurer quand on pose la question, parce que les gens ne répondent pas. Par contre, quand ils répondent au questionnaire, là, du coup, ils se lâchent un peu plus et on a de la matière pour pouvoir agir. Donc, si on raisonne un petit peu comme ça, finalement, on peut se dire qu'aussi, cet outil de mesure, il permet finalement une certaine amélioration continue. Le fameux critère Calliope où beaucoup de F se posent des questions, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, comment prouver. C'est un des éléments, ce ne sera pas la seule réponse bien évidemment, mais ça peut être un élément puisque, on est en capacité de mesurer rapidement, individuellement, collectivement, le niveau de maturité des étudiants, des apprenants sur ces thématiques. Si on détecte des problématiques, on peut y répondre avec un accompagnement plus personnalisé. En tout cas, on peut aller voir individuellement ou collectivement les apprenants. Et puis en fin de cycle, quand on a fini notre parcours, on peut évidemment itérer, repasser sur le design de la parcours de formation pour pouvoir du coup l'améliorer. Cette capacité d'agir, cette mesure, du coup, elle se traduit par une plateforme. L'idée, c'est de donner accès aux organismes de formation à cette plateforme-là, à l'observatoire de la capacité d'agir, dans lequel ils vont pouvoir gérer directement les questionnaires, les rapports individuels, les rapports collectifs, et du coup pouvoir suivre finalement l'évolution de ces groupes d'apprenants. On nous pose souvent la question de pourquoi en fait, à quoi ça sert de mesurer l'efficacité d'une formation. Premier élément qui vient en tête, déjà pour nous, c'est d'outiller les équipes pédagogiques avec les moyens de détecter, de comprendre et d'agir sur les leviers d'apprentissage et de développement des apprenants. Pour moi, c'est un moyen à la fois de veiller au bien-être, parce que comme on l'a dit, on est quand même sur des tests psychométriques, donc on peut mesurer des choses sans rentrer non plus dans l'intimité des apprenants. Et en même temps, du coup, on peut jouer et faciliter leur apprenance et leur capacité d'apprendre. Donc voilà, il y a une partie plutôt pour les équipes pédagogiques et puis évidemment un effet auprès des apprenants, puisque eux, ils vont pouvoir du coup apprendre à mieux se connaître, à travailler du coup leur bien-être, leur épanouissement dans le cadre de leur formation. Ils vont pouvoir développer les soft skills. À partir du moment où ils savent comment apprendre et comment continuer à apprendre tout au long de leur vie, ils peuvent continuer à développer leurs capacités, leurs compétences. Et puis, ça va enrichir l'expérience apprenante avec des éléments qui, malheureusement, aujourd'hui, sont assez peu connus. Les définitions étant un peu complexes, on ne peut pas leur livrer comme ça. Donc, il faut les embarquer dans ce processus. Et puis, c'est pas neutre, hein, mais dans un monde extrêmement concurrentiel dans les organismes de formation, on va générer de la satisfaction, on va générer de la fidélisation et de la recommandation auprès des apprenants dans une promotion. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est essentiel pour se distinguer sur un marché très concurrentiel. Je surveille l'heure.
Voilà. Donc, outre le modèle et la mesure, on a différentes du coup, de réponses et différentes solutions à apporter auprès des organismes et des acteurs de la formation. Donc, on en a parlé, on a une offre de service, la mesure de la capacité d'agir. On accompagne aussi les ingénieurs pédagogiques, notamment dans le design de parcours. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, on peut vous accompagner pour designer un parcours qui va vraiment développer les compétences comportementales. On forme les ingénieurs pédagogiques, les intervenants pédagogiques aux méthodes et outils S1. Et puis, on donne accès du coup à ceux qui le souhaitent sur un format d'abonnement à l'espace numérique collaboratif dans lequel on va retrouver un outil pour designer les parcours. C'est assisté par une IA qui va nous aider à expliciter le projet de formation et nous proposer des activités pédagogiques et des ressources qui vont développer du coup les soft skills identifiés par rapport au métier. Encore une fois, on a identifié 15 capacités. Sur la capacité d'agir, il y a énormément de critères. L'idée, c'est de sélectionner ceux qui sont finalement les plus importants pour le métier visé ou pour les compétences visées. Et ensuite, du coup, de pouvoir designer un parcours en hybridant ces parcours-là, ces compétences-là, pardon. De ne pas raisonner que sur les compétences techniques. Ce que je vois encore aujourd'hui beaucoup dans les organismes de formation, c'est on design notre parcours avec les compétences techniques et puis je vais y greffer quelques trucs sur les soft skills, histoire qu'ils puissent les développer. On voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, du coup, tant qu'on n'aura pas réussi à hybrider et à nouer ces compétences-là dans le design de parcours et dans le déploiement, je pense malheureusement, on n'aura ni efficacité notre appareil de formation. Et enfin, une fois qu'on a designé un parcours, on le déploie. Et là, du coup, on a un autre module sur la plateforme qui va permettre du coup, de gérer en ligne les activités, donner accès aux responsables pédagogiques et responsables de formation aux outils et évidemment permettre aux animateurs, facilitateurs ou intervenants pédagogiques de déployer le parcours et d'accéder au rapport de la mesure d'efficacité, la mesure de la capacité d'agir. On vous a mis quelques exemples, j'aurais pu le montrer d'ailleurs avant, quelques images du coup de la plateforme et comment elle fonctionne, et puis l'intelligence artificielle qu'il y a derrière sur le démarrage. Après, c'est que l'intelligence humaine, mais au départ, c'est une IA d'explicitation. Et puis, je terminerai certainement là-dessus. On a pour ambition de créer finalement un label de validation, de certification, on peut dire ça comme ça, de la qualité de la formation sur le développement des compétences. On est très sollicité là-dessus. Sur la conférence qu'on a fait hier, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en disant comment ça marche le label, comment on fait pour être labellisé. Voilà, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que comme on l'a dit, il faut être en capacité du coup d'avoir des critères très simples. Je prends l'exemple de Calliope, on sait à quoi s'attendre quand on prend le référentiel. Il faut aussi qu'on ait un référentiel, et pour ça, il faut qu'on s'accorde sur quels que sont les soft skills, comment on les mesure, comment on se sert de la capacité d'agir. Mais c'est quelque chose qui devrait voir le jour, en tout cas dans les prochains mois. Si vous êtes intéressé, on vous donne rendez-vous pour un événement. On a validé cette semaine. Donc, on va organiser un campus le 31 mars 2025 à Comet Bourse à Paris. Et ça va être un événement assez fort, puisqu'on va à la fois partager du coup, toute la richesse de la recherche scientifique depuis 3 ans, les terrains d'expérimentation, montrer du coup à quoi ressemble la plateforme avec des démos. On fera des ateliers de design de parcours, des animations pour comprendre du coup comment on peut développer les soft skills pour tous les publics et acteurs de la formation. Donc si ça vous intéresse, on vous laisse scanner le QR code qui vous ramènera du coup sur le site, où vous pouvez du coup aller, alors pas encore vous préinscrire, mais au moins avoir les informations clés. Et puis on a un tout petit stand, mais très chaleureux, R94, on est tout au fond, derrière l'espace de restauration. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de partager et d'échanger avec vous sur ces sujets qui nous passionnent. Merci à vous. Merci.